Voilà votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino, associé chez Le Monde Financier, éditorialiste star dans la matinale de notre ami Stéphane Soumier sur BFM Business. Bonjour. Bonjour. Il y a toujours ce bouquin là, on peut toujours l'acheter votre dernier livre, Oui, dont le oui. titre Votre argent gérez Euh, mieux, gagnez plus, make your money great again. C'est chez Robert Laffont. Vous avez vu, il y a le président Macron qui reçoit aujourd'hui. Ouais, ça va pas être simple. Il n'ira pas à Davos, on imagine, on a compris pourquoi, mais il reçoit des grands patrons de la high-tech, des grands patrons, voilà, Samsung, JP Morgan, Microsoft ou autres. Ce sommet, c'est Choose France, c'est la deuxième édition. C'est à Versailles. Il faut continuer à faire de la calinothérapie envers ces grands patrons parce qu'il y a eu ces images qui ont fait mal, encore une fois, de violence lors des manifestations des Gilets jaunes. Et donc, tout ça aurait pu abîmer justement l'attractivité, l'image de la France. Il faut continuer à câliner, montrer que les réformes continuent, même si on peut en douter. Ce qui me frappe, c'est le contraste. C'est le contraste en un an, quoi. C'est absolument incroyable. Si on regarde les images de l'année dernière et puis l'ambiance qu'il y avait l'année dernière, hein. Choose France, c'était même pas une question. C'est-à-dire que tout le monde avait adopté la France. France is back. Bah oui, c'était ça. Et puis c'était le Financial Times qui était dithyrambique sur la France. On était le pays émergent. On était le nouveau tigre d'Europe, hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer ce qui s'est passé. En un an, c'est la déroute. Bon, là, les gens viennent par politesse en passant leur route vers Davos. Oui, c'est le trajet de Davos. Et puis, bon, c'est pas désagréable. Ils vont faire quelques courses et puis ils vont faire un resto à Paris. Mais c'est dramatique, hein, parce que l'image en termes. Alors, on a les enquêtes d'attractivité qui montrent que la France est encore attractive. Mais c'est un gag. C'est-à-dire qu'on n'y est pas du tout. D'abord, il y a un décalage dans le temps et on est revenu aujourd'hui. Moi, je le perçois avec les entreprises, avec les investisseurs. On est revenu en arrière. On est revenu, mais terriblement en arrière. En 2 mois. Non, mais terriblement en arrière. 2 mois efface 18 mois de politique économique. Oui, parce que le problème, d'abord, c'est pas 18 mois de politique économique, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réformes, contrairement à tout ce qu'on répète en permanence. Il n'y a pas eu de vraies réformes, il y a eu un début de réforme. Et surtout parce que le problème, l'espoir déçu. Et avec François Hollande, il n'y avait pas de déception. Je veux dire, il a été aussi nul qu'on pouvait l'attendre. Là, il y avait un vrai espoir de la part des investisseurs. On l'a vu l'année dernière. Il faut regarder les images de l'année dernière. C'est absolument incroyable. On a l'impression que c'était il y a 10 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'était il y a un an. Et là, il est en train d'essayer d'effacer les images des Gilets jaunes, mais de sa propre faiblesse. Du fait qu'on avait, rappelez-vous, l'axe franco-allemand, la relance de la construction européenne, les réformes. Tout ça étant calminé. Mais tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander, nous, on avait un président qui n'était même pas le président des Français, c'était président de l'Europe, président de l'écologie, président du sauvetage de l'environnement. Et là, on a un gars qui vont venir voir un peu avec un peu de peine, en lui disant, bon, essaye déjà de mettre un peu d'ordre dans ton propre pays avant d'expliquer aux autres comment il faut faire. Donc ces violences très violentes. On va dire un effet dévastateur sur l'image de la France. Mais moi, je ne pense pas que ce soit les violences. Je pense que c'est la façon dont lui s'est totalement dégonflé. C'est-à-dire qu'il était porteur d'espoir pour la France, porteur d'espoir pour l'Europe. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est une sorte de Matteo Renzi bis. Qui est dramatique, parce que derrière, les gens ne sont pas idiots, ils savent lire des articles, ils voient bien la poussée du Front National, enfin du Rassemblement National, ils voient bien tout ce qui se passe autour, ils voient bien quand même le débat, les thèmes qui reviennent sur le débat. C'est-à-dire, on reparle en France, on se croirait sous Hollande, on reparle de l'ISF, on reparle de l'alourdissement des successions. Il a été clair, il a dit qu'on ne touche pas à l'ISF. Non, mais c'est impossible ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer une consultation nationale en disant aux gens, exprimez-vous. Dans le top 3 des revendications, il y aura la hausse de l'ISF. Comment vous allez revoir les gens en leur disant « je vous ai entendu, je vous ai consulté, mais je ne vous écoute pas ». C'est impossible. Donc de toute façon, si c'est pas... Il est coincé. Il est coincé. Si ce n'est pas l'ISF, ça sera l'augmentation des droits de succession, ça sera la création d'une nouvelle tranche marginale. Mais tout ça, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire que les gens qui pensaient revenir ne vont pas revenir. Les gens qui sont revenus pensent déjà à repartir. Vous parlez à des fiscalistes, ils vous diront qu'ils ont une tonne de dossiers à nouveau d'exil fiscal. Les réformes sont terminées en France. Les réformes. Il y a quand même du lourd. Hein. Il y a les retraites. Bon, les Français ils sont majoritairement favorables. En même temps, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris. Non, ils n'ont pas compris le système. L'incidence du système sur le fait que même si officiellement il n'y aura pas d'augmentation, de report de l'âge légal à la retraite, pour toucher une pension à taux plein, il faudra travailler plus longtemps. Absolument. Oui, c'est le principe de la décote, mais ils l'ont compris quand même. Non, mais c'est pas dit, ce non-dit est scandaleux. Oui, mais le non-dit, de toute façon, c'est une question d'arithmétique. Donc, on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus d'inactifs. Donc, il va falloir travailler plus longtemps et on va toucher
moins de retraite. Il faut le dire. On va travailler plus longtemps pour toucher moins de retraite? Bah oui, mais bien sûr. Même en travaillant plus longtemps? Mais évidemment, le système de points, c'est quand même une énorme arnaque. C'est-à-dire qu'on va déguiser avec le système de points une baisse des retraites. On ne peut pas faire autrement. L'argent ne vient pas du ciel. C'est-à-dire l'argent n'est pas magique, hein, formule Macron. Voilà, il faut le produire. Et cet argent-là, on ne l'a pas, puisque les gens qui le produisent, ce sont les gens qui travaillent. Mais Macron, il vous dira, mais moi je vous rappelle les chiffres du corps qu'on sait d'orientation des retraites, qui fluctuent un petit peu en fonction des hypothèses, mais qui montrent qu'il n'y a pas de gros soucis de financement du système des retraites à horizon 5 ans, 10 ans. Oui, alors ça reste gérable. Hein. Alors avec un élément essentiel, c'est les prévisions de croissance qui sont extrêmement optimistes. Et elles sont fausses. On n'aura pas ces taux de croissance, on le voit déjà. On est déjà en train de parler pour la France de taux de croissance peut-être d'1,3. Beaucoup disent 1,3 et ceux qui disent 1,3 sont des gens qui généralement ne se sont pas trompés dans les dernières années. Donc ça veut dire qu'avec 1,3, vous n'avez plus du tout la même comptabilité pour les retraites. Et sur le reste des réformes, la fonction publique, si vous voulez, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça fait 10 présidents, on sait à chaque fois qu'en fait on a 6 mois, au maximum 1 an. Généralement, on dit 6 mois. Il faut faire toutes les réformes en 6 mois. Lui, il a eu beaucoup de chance, il a eu 1 an. 1 an. 1 an d'état de grâce où il y avait une sorte de Macron-mania où il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas fait les réformes essentielles. Il n'a pas fait les réformes essentielles. La réforme du droit du travail, on m'en parle toute la journée. Moi, je suis chef d'entreprise. Je ne la vois pas, la réforme du droit du travail. Donc, je considère que même la réforme du droit du travail, il ne l'a pas faite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans 1 an, on est en campagne électorale. Donc, c'est foutu. Donc, le quinquennat est terminé, du point de vue des Pour moi, oui. Bon, alors on passe, pouf. C'est lundi, c'est Blue Monday, c'est le jour le plus déprimant de la semaine, de l'année. Et on commence bien. La Chine aussi, c'est dans l'actu, on a eu le chiffre cette nuit. Les signes de ralentissement en Chine se multiplient. On a eu les ventes de voitures il y a quelques jours qui étaient en marché en baisse. On n'a pas vu ça depuis des années. Croissance la plus faible donc en 28 ans sur depuis 2018. 1990. Ouais. Exactement, absolument. Dont 6,4% au quatrième trimestre, sachant qu'on sait bien que les chiffres économiques sont très politisés, manipulés. Bidon, mais un peu manipulés. Faux. Ils sont faux. Oui, mais sauf que derrière, ils sont pas cohérents. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments. Vous savez, il y a la fameuse consommation d'électricité, toutes ces données-là. Et on ne retrouve pas, en fait. Absolument. Donc, et on a donc contraction dans le secteur de l'activité industrielle, manufacturier. Les exportations qui ont baissé aussi au plus bas depuis 2 ans, c'était en décembre. Et on se dit maintenant, il y a eu ce thème récurrent en 2015, en 2016, la Chine ralentit, on se voit se faire peur. Là, vraiment maintenant, on s'inquiète pour la Chine, on se dit, ils ont les moyens, Pékin. Alors certes, ils n'ont plus les excédents commerciaux, mais... Ils les ont encore. Ils les ont encore, mais moins qu'avant. Ils en ont moins, mais ils en ont quand même beaucoup. Ils se dirigent à terme vers une balance commerciale qui est équilibrée. Hein. Quand on regarde la tendance, ils ont encore du déficit possible, de la dette possible. On s'inquiète ou pas? Alors, ce n'est pas une inquiétude conjoncturelle. C'est ça qui m'étonne un peu, c'est que je vois tout le monde s'exciter aujourd'hui sur la croissance chinoise, comme s'il y avait eu une sorte d'élément conjoncturel qui avait fait que la croissance s'arrête. La Chine, on va rappeler en 2 secondes très rapidement, en 2008, elle change de modèle. Donc on passe d'une économie tournée essentiellement vers les exportations vers une économie tournée vers la consommation. Premier élément. Donc ça, c'est déjà un changement fondamental. Quand on fait un changement comme ça avec un paquebot comme la Chine, c'est 10 ans de mise entre parenthèses. C'est ce qu'on a eu à peu près. Hein. Donc là, on a ensuite un deuxième élément, c'est une démographie. Les gens l'oublient, la démographie, c'est essentiel. C'est un pays qui vieillit. C'est pas parce qu'ils ont plus d'1 milliard d'habitants que c'est pas un pays qui vieillit. C'est un pays dont le vieillissement s'accélère. C'est un pays qui ressemble de plus en plus à un pays développé, de moins en moins à un pays émergent. Donc, il se normalise, c'est-à-dire qu'on passe d'une croissance de plus de 10%, qui est la croissance sur une base plus petite. Donc c'est plus facile de faire plus de 10% comme dans des entreprises quand on parle de plus bas. Donc là, ils font déjà du 4,5%, parce que c'est alors 6%. Le vrai chiffre, c'est 4,5%. On dit 5, autour de 5. Oui, autour de 4,5-5%, ce qui est déjà remarquable par rapport aux chiffres actuels. Et ils vont tendre, c'est un pays qui va tendre vers un modèle à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va tendre vers les 3%. C'est intégré. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'excite en se disant il y a quelque chose de nouveau. C'est une évolution qui était lisible. Donc il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de quoi paniquer. Si, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de dramatique. Je dis que tout était prévisible. On n'a pas découvert la démographie chinoise. Peut-être que le ralentissement s'accélère. Non, mais c'est la tendance logique. On tend vers une économie dont la croissance réelle sera de...
Mais le sera freinage, de demi. bien sûr, mais le freinage peut être plus violent que ce qui était attendu. Il sur fond de guerre commerciale, il est régulier. C'est-à-dire que si vous regardez... Donc il est piloté. Il n'est pas piloté parce que le problème, c'est qu'on a un changement de modèle, il est accompagné. C'est-à-dire que ce changement de modèle, la démographie, on ne peut rien faire. Donc ce changement de modèle, la Chine en a conscience, c'est un pays qui devient un pays développé, qui ressemble de plus en plus aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans. Rappelez-vous, c'était des périodes de boom, de bust. Et bien, on va avoir exactement. On a tendance à dire, vous savez, que les États-Unis s'européanisent et la Chine s'américanise. C'est exactement ça. Et l'Europe se japonise. Et l'Europe se nipponise, exactement. Nipponise, ouais, c'est mieux dit comme ça. Et il faudra ou pas, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de Pékin de mettre une petite louche sur la stimulation de l'économie. On a eu c'est un peu technique, mais la baisse des réserves bancaires, donc on demande moins de capital aux banques pour qu'elles puissent prêter plus, des baisses d'impôts et de taxes qui étaient ciblées. On a vu des relances de projets d'infrastructure pour remettre un peu de ferroviaire, comme s'il n'y en avait pas assez. Ça, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renverser la tendance. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est la mesure d'accompagnement pour lisser. C'est ça. Alors, vous savez, on a un parallèle qui est très fort, c'est avec le Japon. Le Japon, c'est le pays qui a fait le plus grand nombre de plans de relance pendant 20 ans sans avoir réussi à faire décoller sa croissance ni son inflation. Sauf que s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient été en récession permanente et en déflation permanente. Donc, ça va exciter les marchés le jour de l'annonce, pendant un mois, et puis ensuite on va s'apercevoir qu'en fait on essaye de remettre de l'eau dans un tonneau qui est en train de se vider de façon naturelle. Donc c'est obligatoire, mais qu'on n'imagine pas que parce qu'on va faire un plan de relance, la Chine va retourner à 6,5% ou 7% de taux de croissance. C'est un changement de modèle profond. Ouais, on se dit malgré tout, et on fait le lien avec les États-Unis, que cet essoufflement de la Chine conjoncturel, mais qui s'inscrit dans la durée parce que c'est un mouvement de fond, ça met quand même la pression sur Xi Jinping. Et là, on se dit qu'il sera peut-être amené à lâcher des concessions. Mais je crois que c'est acquis, ça, si vous voulez, là aussi, si je peux me permettre, c'est... Que l'accord à minima avant... L'accord commercial, il y a deux sujets avec la Chine. Voilà, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'accord commercial, c'est-à-dire de dire ce que vous dites. On va devenir équilibré en termes d'échange, et puis c'est pas grave, ça va nous coûter quelques dizaines de milliards en plus, mais de toute façon, on y va. Les Chinois, ça va nous coûter. Oui, les Chinois. Et puis de toute façon, c'est notre nouveau modèle. Notre nouveau modèle, c'est la consommation, et c'est plus forcément l'exportation. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ouais. Trump sait que de toute façon, il y aura un accord. Les Chinois savent qu'il y a un accord. Les deux ont intérêt à un accord. Sur les barrières tarifaires, sur les tarifs douaniers. Voilà, tout ça, ça sera réglé. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, en dessous, l'iceberg, c'est quoi? L'iceberg, c'est le fait, on a deux problèmes. C'est le pillage technologique par la Chine, un pillage qui dure depuis 20 ans. Au travers de co-entreprises, il faut expliquer que... Au travers de tout, c'est-à-dire de faire venir des investisseurs étrangers qui ne pouvaient pas rater le marché chinois. C'était impossible. Et pour s'installer, il fallait faire une joint venture, une co-entreprise avec une boîte chinoise qui, derrière, allait monter dans le village d'à côté le même produit, tout seul, en ayant pillé tout le système de fabrication. En ayant pillé, ensuite en renvoyant la société dans ses buts et dans son pays. Donc de toute façon, il y a un scandale chinois. Il y a une arnaque chinoise qui dure depuis 20 ans. Donc Trump, on en pense les multinationales américaines ont quand même réussi à produire sur place et à dégager de plantureux bénéfices en milliards aussi. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est beaucoup plus nuancé que l'image qu'on en a. C'est un pays dans lequel on ne peut pas pénétrer, c'est un pays dans lequel on ne peut pas faire d'argent. Quand L'Oréal dit on a vendu pour tant de milliards, en croissance de 50%, les profits viennent de là, sur le marché automobile aussi, les grands constructeurs. Oui, on va voir sur la tendance, c'est-à-dire que là aussi, c'est peut-être un peu tôt pour juger. Il y a des activités qui sont un tout petit peu plus anciennes, sur lesquelles on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de potentiel parce que les Chinois ont tout capté. Donc de toute façon, de ce côté-là, alors après, il y a le sujet donc du pillage technologique et économique. Et il y a le sujet de la domination mondiale. C'est-à-dire que là, il y a une guerre entre les États-Unis qui n'a plus rien à voir avec la balance commerciale. C'est la guerre technologique. C'est guerre technologique et guerre pour la domination économique dont les Américains savent qu'a priori, elle sera perdue à terme parce que les Chinois vont les rattraper. Mais Trump se dit, si on peut gagner 10 ans, gagnons 10 ans. Si on peut les faire déraper pendant 10 ans, et si on peut même créer une crise économique profonde, voire une crise sociale, et déstabiliser le régime, pourquoi pas? C'est toujours l'idée des Américains qui a toujours essayé de faire ça dans la politique étrangère depuis des dizaines d'années. C'est une constante. Ils essayent toujours. Donc je pense qu'on va régler le problème ponctuel de la guerre commerciale sans régler le problème d'un affrontement. C'est-à-dire qu'on va régler le problème de la guerre chaude et on va passer une guerre froide mais extrêmement violente. Et ce qui explique d'ailleurs peut-être un peu
le changement de psychologie. Vous en pensez quoi? Il faut rappeler, comme quand vous étiez venu, quoi, c'était en octobre, novembre. Absolument. Il a été bon sur ce coup-là. Pour une Je fois. ne sais pas, mais non, je n'ai pas dit. Non, c'est moi qui le dis. C'était, je me rappelle, vous aviez dit en venant octobre, novembre, je ne sais plus. C'est Ouais. ça. Juste avant cette dernière digue de la tech américaine et du marché américain qui tient, c'est le seul marché qui monte, je ne comprends pas. Quelques jours après, on s'est effondré. Les marchés américains ont corrigé. Mais là, on sent ce début d'année, de nouveau, un changement de psychologie des investisseurs. On a eu ce rebond, cet indice technique, avec, il y a des explications, a posteriori, on trouve toujours des explications, mais la Fed quand même, la Fed qui a dit tout et son contraire en un mois, qui a dit maintenant qu'elle serait flexible, qu'elle écoutait les marchés, c'est pas ce qu'elle disait mi-décembre. Et puis il y a ces signaux envoyés effectivement par l'administration américaine ou chinoise, comme quoi on sent bien que sur le volet commercial, il y aura un accord, ils vont enterrer la hache de guerre. Vous le ressentez solide, ce changement de psychologie? On est dans un rebond, on n'est pas dans un changement psychologique, on est simplement dans une exagération de fin d'année sur des anticipations qui étaient dramatiques et on a un réajustement des anticipations et un rythme de désillusion qui sera plus long que ce qu'on peut prévoir. Donc pour Marc Fiorentino, on est toujours en bear market alors? Moi je crois malheureusement, et je le déplore parce que bien évidemment ça nous touche tous, on est dans un bear market structurel, c'est-à-dire que je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit sur la Chine, mais ce que j'ai dit sur la Chine est valable à certains niveaux pour l'Europe, aussi pour les États-Unis. On part de plus bas. C'est-à-dire, non, mais ce n'est pas en termes de marché, je parle en termes de modification structurelle de l'économie, que ce soit par la technologie, que ce soit par la démographie, on a des facteurs qui sont tellement déflationnistes que même l'apport de liquidité qui a réussi à lisser cette déflation pendant 10 ans, les banques centrales. Aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui commence à s'essouffler. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce n'est pas le fait de maintenir de la liquidité qu'il faudrait, il faudrait en rajouter encore plus qu'on a rajouté avant, ce qu'on ne va pas faire. On ne sait pas. Non, on ne va pas diminuer, mais on ne va pas en rajouter autant qu'on a rajouté. Parce qu'on n'a pas une crise comme en 2008 ou 2009 qui justifie. Mais s'il y en avait une, on a bien compris qu'on sera reparti pour des queues à l'infini. Oui, sauf qu'il y a un moment où les gens vont s'apercevoir que si l'argent est gratuit, c'est peut-être pas pour rien. C'est-à-dire que si on vous prend de l'argent à zéro, c'est peut-être parce qu'en fait, même à zéro, l'argent reste cher parce qu'il y a un niveau de déflation de 2 ou 3 %. Parce que ce que vous achetez est survalorisé par rapport à ce que ça vaudra à l'avenir. Ben voilà, on est content de l'avoir, Marc Fiorentino. Non, mais on se dit que malgré tout, que quand on est opportuniste ou on regarde le court terme, ce rebond technique, il peut encore se poursuivre parce que il y a du potentiel. Et ensuite, ce que je pense, pardon, si je me permets de vous interrompre, je pense que le grand thème de cette année, c'est le retour de la gestion active. C'est-à-dire que cette année, il faut faire appel à des gérants professionnels qui vont être sélectifs. Avant, on a acheté tout pendant des années, et puis on a tout vendu en fin d'année sans distinction, et aujourd'hui on le sent très bien d'ailleurs, vous voyez des valeurs qui rebondissent de façon spectaculaire, d'autres qui ne bougent pas. Donc on sent très bien aujourd'hui qu'il y a une sélectivité, c'est le retour de la gestion active. Ouais. Avec peut-être, encore une fois, on ne va pas voir tout en noir, parce que malgré tout, la croissance mondiale reste solide, on a 3,5 %, le pétrole a baissé, il reste à 60 $, c'est quand même relativement pas bas, mais en tout cas on n'est plus à 80 ou 100 $. Des profits qui sont annoncés. Alors, il y a des révisions en baisse des profits. Bien sûr, qui sont stables, oui, vous avez raison. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments positifs. Voilà, je veux dire, il y a des forces de rappel. On a encore une fois une banque centrale américaine qui nous a dit quand même qu'elle regardait qu'elle avait un œil, on s'en doutait, mais il fallait le dire. Absolument. Alors qu'un mois avant, Powell, moi j'étais comme le patron de la Fed qui se contredit à un mois d'intervalle. C'est un peu troublant. En tout cas, il y a des facteurs de soutien. Il y a des facteurs de soutien qui font que ce rebond peut être assez puissant et va profiter à de nombreuses valeurs. Donc, ce n'est pas du tout terminé. Voilà. Mais derrière, alors encore une fois, on n'est pas là pour faire des prévisions. Si, un peu, parce que moi, mon point d'intérêt. Donc, il y a encore 5-10 % de hausse, c'est ça? 5-7 % Oui, de hausse. ça, c'est impossible à dire. Mais derrière, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue macroéconomique, on a deux éléments massifs, je le répète, la technologie et la démographie qui sont des facteurs. Certes, mais les valorisations, on nous dit qu'elles ont beaucoup baissé, et tant que les profits augmentent de 5 à 7 % par an, ce qui est leur tendance de long terme, il n'y a pas de raison, en partant avec des PE, des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus bas que la moyenne historique, un peu plus bas, pas beaucoup, mais un peu plus bas, que les marchés baissent. Oui, je vais vous dire d'accord pour vous faire plaisir, parce qu'on est lundi. Non, mais allez-y, on finit là-dessus. Non, je pense qu'il y a ces forces déflationnistes qui me troublent depuis des années. Je trouve qu'elles ont été un peu occultées, masquées par l'argent qui a été déversé par les banques centrales. Et on s'aperçoit, on voit la Chine, on voit un peu partout quand même, il y a plein de signaux. Aujourd'hui, on voit bien en France la situation, on va essayer vous parliez du réajustement entre les salaires et le capital. Bon, si on réajuste en faveur des
salariés, très bien, tant mieux pour eux. Ça Mais veut dire qu'en termes de profit, il va y avoir des choses qui vont se passer. Voilà, ça évidemment on le verra sur le cours des actions, ça aura un impact. C'est toujours un plaisir de recevoir, il faut qu'il vienne plus souvent. Il a un bouquin, on va le revoir la couverture. Comment il s'appelle ce livre? Votre argent, j'aimerais mieux gagner plus. Ah, c'est le prompteur, c'est ça? Heureusement qu'il est là. Ouais, toujours le prompteur. Merci beaucoup, donc associé chez Mon Financier, éditorialiste aussi à BFM Business. Venez nous voir plus souvent. Avec plaisir. Allez, bye, ciao.